Ouais. Salut. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de. Je suis passionné d'informatique, surtout d'hardware, et je me renseigne beaucoup sur ce sujet. Pas que, hein, il y a aussi les neurosciences, la psychologie, la biologie. Bon, moi, je vais pas faire tout le débat de tout ce que j'aime, euh, lithothérapie, etc. Euh, j'ai beaucoup de passion dans la vie, hein, comme les pierres et tout, la physique quantique, enfin, tout, tout qui peut apprendre des connaissances en fait. Mais c'est vrai que je dois l'avouer quand même, l'histoire. J'aime bien l'histoire, mais bon, retenir les dates exactes et tout, c'est un peu compliqué. Et je suis pas très bon en français, avec ma dyslexie et ma dysorthographie. Mais c'était pas le sujet de la discussion, en fait, c'était par rapport à l'informatique. Euh, Étant donné que je suis un passionné d'informatique, surtout hardware, il y a des cartes quand même qui sont, comment dirais-je, mythiques en fait, qui sont vraiment des cartes collector. Par exemple, la A770, ça va être une carte qui va être, comment dire, collector dans un sens, parce que c'est la première carte de chez Intel haut de gamme. Enfin, c'est la plus haut de gamme, parce avant il y a la A310, A380, après il y a la A770. Après, bon, il y a les nouvelles versions de Battlemage qui sont la B, la B570 et la B580. D'ailleurs, ils n'ont pas fait de B380 ni de B310, mais en tout cas, la A770, c'est une carte qui est collector, qui peut être collectionnée. Tu as la 1080 Ti, qui peut être une carte intéressante, parce que c'est une carte, en fait, c'est la dernière carte GTX, la plus puissante en GTX, sans le ray tracing, en fait, avant que le ray tracing arrive. Ensuite, il y a la 2080 Ti, qui est une carte justement collector, parce que justement c'est la première carte qui est sortie en haut de gamme, hein. Bien sûr, hein, je parle parce que il y a aussi la 4070 Ti, la 4070 Ti Super qui a le même GPU que la 4080, mais elle est moins puissante. Donc prendre le modèle le plus puissant en fait de la gamme en fait. Donc la 2080 Ti, c'est une carte collector aussi, tout comme après bon, il y a bien sûr il y a les je sais pas, il y a les. Non, il y a pas il y a pas de 1090. Il y a pas de. Ouais, 1090, il y a pas. Mais en tout cas, de 2090, je crois pas qu'il y avait non plus. En tout cas, la 2080 Ti, c'est une version collector. La 1080 Ti, c'est une version collector. La A770, c'est une version collector. La 3080 Ti, ou même voir la 3090, parce que ça, je suis sûr qu'il y a la 3090 aussi, c'est une carte collector, hein. Tout comme la 4090, hein, qui est une carte collector, ou la 4080 Super, qui peut être une carte collector aussi. Euh, et après, dans les versions actuelles, la 5080 qui va sortir, la 5080 Super, sera une version collector, à moins qu'ils font une version 5080 Ti Super, ce que je doute, mais parce que niveau puissance, elle arriverait au même niveau, je pense, que la 5090. Donc si Nvidia fait une 5080 Ti Super, elle aura la même puissance que la 5090, sauf que elle aura 24 Go de VRAM au lieu des 32. Mais s'ils font une 5090 version Super, elle aura 48 Go de VRAM, parce que justement ils changent les puces mémoire, justement les versions Super de chez Nvidia. Je ne sais pas s'ils vont le faire sur tous les modèles, mais les versions Super auront des puces mémoire de 3 Go au lieu de 2. Donc c'est-à-dire par exemple une carte de 8 Go, par exemple on va prendre la 5060, l'entrée de gamme, même encore avant la 5050 avec 8 Go. Si la passerait en version super, elle aura la même puissance le GPU ne change pas en termes de puissance, mais elle passera de 8 Go de VRAM à 12 Go de VRAM. Tout comme la 5060, 8 Go, elle passerait à 12 Go. La 5060 Ti, elle passera aussi à 12 Go, la version en tout cas 8 Go. Mais la version 16 Go vers la 5060 Ti 16 Go passerait à 24 Go. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça avec la 5070, ils ont dû la mettre à 16 Go. Mais la 5070, par exemple, elle va être la 5070 Ti Super, elle aura 18 Go de VRAM. Et je pense que ça va être l'une des cartes qui va être la plus intéressante niveau rapport qualité-prix. Après, en termes de puissance prix, quoi. Après, il y aura moi, celle qui m'intéresse, ça va être la 5070 Ti Super, parce qu'elle aura 24 Go de VRAM et c'est une des plus puissantes. Ou la 5080 Super, éventuellement, parce qu'elle a 24 Go de VRAM et puissante, mais ce sera en fonction du budget. En tout cas, moi, quand j'ai monté mon PC fixe, je vais tout acheter, sauf la carte graphique, en fait. Je vais mettre juste une petite carte graphique pour dépanner, genre une A310 ou peut-être une A380. Enfin, quelque chose, ou un truc pas trop.
pas trop ancien quand même, parce que par la suite, après, je vais la revendre. Ou vu que je vais me faire deux PC en fait, je vais me faire un PC serveur avec un Ryzen 7 justement 8700F. Et dedans, je vais mettre une 9060 XT. Certes, ça va être un serveur avec une carte graphique et je pourrais tout à fait jouer avec. Je pourrais très bien prendre le Ryzen 7 8700G avec justement la partie graphique intégrée, hein. C'est une 780M qui est dedans, donc on peut jouer à quelques petits jeux en Full HD. Donc après bon, c'est pas des graphismes très très hauts, hein, mais disons qu'on peut jouer en Full HD en résolution faible ou moyen quoi, avec la graphique intégrée. Mais le processeur il vaut 80 euros, 300 euros. Donc quand on calcule après la version F qui est la 860, la 860 le Ryzen 7 8700 F, donc sans partie graphique, il est dans les 180 euros. Donc on gagne 120 euros. Donc quand on calcule, après il faut rajouter un radiateur parce qu'en fait dans le bundle du 8700G, il y a un ventilateur qui est fourni avec. Donc là, bah, tu dois acheter un ventilateur séparé. Mais même en prenant, parce que moi je prends le Be Quiet, c'est un tout noir avec deux ventilateurs, il vaut 55 euros. Bah, tu vois, même en prenant ça avec le processeur sans la partie graphique et en prenant une petite carte graphique, par exemple dans les 80 ou peut-être une centaine d'euros, genre la A310, mais bon, c'est pas très puissant, mais même avec ça, et bah, je pourrais bah, jouer dans des meilleures conditions qu'avec la 780M et ça m'aurait coûté le même prix que le processeur à 300 euros avec la partie graphique intégrée. Donc, j'ai peut-être payé un petit peu plus, tu vois, genre 10 ou 20 euros de plus, tu vois. Mais c'est quoi 20 euros de plus, tu vois? Parce qu'après, t'as une carte vidéo dédiée, tu vois. Et donc, en fait, ce PC-là, de base, justement, je vais le mettre en Full AMD. euh, parce que bah, je me dis, il y aura moins de conflits, peut-être au niveau technologie, ce sera mieux. Et donc, en fait, ça va être dans un boîtier où je pourrais mettre justement 12 disques durs 3,5 pouces et 4 SSD en 2,5 pouces ou des disques durs 2,5 pouces. Donc, il faut savoir que les disques durs en 2,5 pouces, ça va jusqu'à 5 Tera. Enfin, j'ai pas trouvé plus gros en tout cas. Euh, Par contre, en SSD 2.5, on peut trouver des 4 Tera et je crois même qu'il y a même des 8 Tera. Donc, c'est quand même mieux de prendre des SSD. Mais dans le PC que je vais monter, sur la carte mère, il y aura déjà 8 ports SATA, dont un qui sera utilisé, non, même pas, parce que sur celui-là, je ne vais pas mettre de lecteur Blu-ray. Donc là, il y aura 8 ports SATA. Donc je pourrai brancher justement 8 disques durs. Et ensuite, je mets une carte RAID qui va me permettre avec 4 SATA. Donc je vais pouvoir remettre encore 4 disques durs. Donc ça fera 10 disques durs. Et donc je vais devoir mettre une deuxième carte RAID avec encore 4 ports SATA. Donc en tout, ça fait un total de 14 ports SATA pour alimenter 14 disques durs. Donc je pourrais aller faire un RAID 1, donc un RAID miroir pour sécuriser mes données euh, avec 14 disques durs au lieu de 16, hein, parce que le boîtier peut accepter 16 disques durs, hein, 12 en 3,5 pouces et 4 en 2,5 pouces. Mais si je n'utilise pas les emplacements 2,5 pouces, je peux les remplacer par des ventilateurs. Je peux mettre ces deux emplacements pour mettre justement, il me semble, si je dis pas de bêtises, 3 ventilos en 120 mm ou 2 ventilos en 140 mm de chaque côté en fait. Donc soit j'ai choisi de mettre on appelle ça, des SSD, ou soit je mets des ventilateurs. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. En tout cas, les disques durs, c'est sûr, je vais en mettre. Ça va être des minimum des 20 Tera que je vais mettre dedans. Donc il me faudra deux fois 20 Tera pour faire un RAID miroir. Donc comme ça, bah, je pourrais mettre toutes mes séries qui sont dans mon boîtier qui fait 12 Go. Bah, je pourrais transférer toutes mes séries dedans. Et bah, j'aurai tout ça sur un seul disque. Et donc ce sera beaucoup plus pratique pour trier après par la suite. Euh, et après par la suite, bah, je rajouterai un 20 Tera et ainsi de suite. Et bah, en tout, bah, ça me fera 20, après, si les prix baissent, bah, je prendrai plus que 20 Tera, mais disons, si je remplis, mais je prends 12 disques durs de 20 Tera, ça me fera 240 Tera de stockage. Bon, après, le prix, ça pique, hein, on est dans les 4 000 ou 5 000 euros, donc je pense pas que je vais peut-être pas arriver jusqu'à là en termes de stockage, mais en tout cas, une chose est sûre, j'aurai au moins 4 disques durs de 20 Tera, 20 Tera, ça c'est fort probable. Ensuite, bah, il y aura sur ce PC-là, justement, mes deux cartes RAID me coûtent une cinquantaine d'euros. Donc, bah, ça fait 100 euros. Ensuite, il y a la carte graphique, hein. Je vais mettre bah, la 9000, la dernière, hein, la 9060 XT en 16 Go. Mais je pourrais aussi partir sur des modèles plus anciens, comme par exemple la RX 6600,
qui vaut 200 €. Mais bon, je préfère mettre le prix et avoir un processeur récent. Après, je peux aussi partir sur un 9700F qui est plus récent, qui est sur 8 corps, mais il vaut 300 €. Donc autant mettre, je préfère prendre la gamme un petit peu en dessous, tu vois. Et j'ai un 8 corps 16 threads à 5 GHz avec justement une 9060 XT, 16 Go, et justement deux disques durs de 20 Tera. Et il y aura un SSD Gen 5 1 Tera et deux SSD Gen 4 de 2 Tera. Et donc, bah, soit si je peux faire, ce que j'avais posé une question, si c'était possible, justement, de prendre, par exemple, de prendre un, un SSD Gen 5 de 2 Tera et de prendre deux SSD de Gen 4 1 Tera. Et donc, en fait, faire un RAID 0. Donc, pour en fait pour que le Gen 4, la génération 4 du PCI, ne soit plus capé à 750, enfin, 7,5 gigas par seconde, mais à 14 gigas. Donc en fait, il va doubler la bande, doubler en fait. Et donc en fait, après, quand on fait un RAID 0, 1.0, en fait, si tu as deux volumes, donc deux disques durs, deux SSD de 1 Tera, ça devient un seul volume de 2 Tera. Et en fait, tes fichiers, quand tu peux envoyer un fichier, imaginons une vidéo, bah, ta vidéo, le PC va envoyer 50% de ta vidéo sur un disque dur, 50% sur l'autre disque dur. Et donc en fait, ça multiplie ta vitesse parce que bah, ça utilise la bande passante des deux SSD en même temps. Et donc en fait, eh bah, c'est comme si tu avais deux fois 7,5 gigas. En fait. Et donc tu atteins 15 gigas. Et donc la question que j'avais posée, c'était si je mettais un Gen 4 de 2 Tera, un Gen 5 de 2 Tera et deux SSD Gen 4 de 1 Tera. Donc après, je fais mon RAID 0. Comme ça, bah, j'ai l'équivalent d'un Gen 5. Parce que si je prends l'un des meilleurs en Gen 5, en 2 Tera, ça va à 14 gigas par seconde, même un petit peu plus. Et donc, eh bah, à partir de là, j'ai à peu près les mêmes vitesses en termes de. Vu que l'autre, les Gen 4 sont en RAID 0, donc ils seront à peu près à la même vitesse que le Gen 5. Et donc après, bah, à partir de là, je fais un RAID miroir en fait. Et donc comme ça, je me retrouve avec 3 SSD. Et donc je me retrouve avec un volume de 2 Tera au lieu d'avoir 4 Tera si je les prendrais indépendamment. Mais j'aurai la vitesse d'un Gen 5, mais sécurisé. Donc c'est-à-dire que s'il y a un disque dur qui tombe en panne, je le rechange et je perds aucune donnée. Parce qu'en fait, il y aura le RAID 0, bah, il aura 50% de chaque du Gen 5, donc 50% des données, et le Gen 5 aura la totalité, la parité en fait des deux Gen 4. Donc c'est-à-dire s'il y a un des Gen 4 qui meurt, et bah, à partir du Gen 5, je peux reconstruire la grappe du RAID parce que justement le Gen 5 a justement les informations pour pallier les 50% manquants en fait de l'autre du RAID 0 en fait. Et inversement, si le Gen 5 tombe en panne, bah, le RAID 0 a les informations du Gen 5 et je peux recréer ma grappe à partir du Gen 5. Donc en fait, bah, ça me fait un RAID avec 3 SSD. Et en fait, bah, j'aurai des vitesses de 14, un peu plus de 14 gigas par seconde en RAID miroir. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc dedans, voilà, en tout cas, je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais si je peux pas, bah, je mettrai bah, un Gen 5 de 1 Tera et 2 fois 2 Tera, et je les mettrai en RAID miroir. Les Gen 4, je les mettrai en RAID miroir. Comme ça, ce sera sécurisé. Et mon Gen 5, pour le sécuriser, bah, je prendrai un disque NVMe externe. Par contre, je ne prendrai pas le plus rapide, hein, je prendrai le moins rapide justement. Et bah, je ferai un clone en fait de mon, de mon système, en fait, de mon Gen 5. Je ferai un clone hein, tous les jours ou toutes les semaines. Je ferai un clone de mon SSD. Comme ça, s'il tombe en panne, et bah, j'ai un clone de mon disque système. Donc en fait, après, j'ai juste à le brancher, j'installe Windows et je fais une restauration à partir du disque externe. Et bah, je me retrouve après avec mon Windows avec tous mes logiciels, avec tous mes jeux et tout, enfin, tous les trucs qui sont dedans et il n'y a pas besoin de. Enfin, je veux dire, tout est sécurisé en fait. Je veux dire, je suis obligé. Autrement, il aura fallu qu'il sur la carte mère qu'il y ait 4. D'ailleurs, c'est un peu chiant qu'ils mettent ça, des cartes mères, genre avec encore 2, ça va, c'est bien parce que tu peux faire un RAID, tu vois, tu peux faire un RAID 1 ou RAID 0. Mais faire des cartes mères avec 3, c'est dommage. Tu vois. Ils devraient faire plutôt par 4, par 6, par 8.
Tu vois, par exemple, la, euh, la Asus ROG Z890 Gaming Wi-Fi, là, avec 7 ports M2, bah, c'est dommage d'en avoir mis 7. Ils auront dû en mettre 8. Parce qu'en mettant 8, eh ben, ça permettrait de faire justement 4 RAID 0, par exemple, ou 4 RAID 1, tu vois, pour des RAID miroirs. Par exemple, mettre 2 Gen 5 et après mettre 6 Gen 4. Et donc, bah, comme ça, bah, je peux, par exemple, si je voulais, bah, par exemple, je pourrais, par exemple, faire un RAID miroir avec les Gen 5, bah, ils seront en RAID miroir avec, entre eux leur même génération, et les Gen 4 pareil. Et donc, en fait, bah, je me retrouverais, par exemple, en tout cas pour moi, c'est l'une des meilleures cartes. Bon, le seul inconvénient sur cette carte mère là, c'est qu'elle va jusqu'à 192 Go de RAM. Bon, après, vous allez me dire, c'est énorme. Mais je trouve ça dommage qu'elle va pas jusqu'à 256. C'est le seul bémol que je trouve, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'à 256 Go de RAM. Surtout qu'il y a des RAM maintenant de 64 Go de RAM, on les retrouve facilement. Donc ça fait 4 fois 64 Go. Et là, je vais devoir me contenter de 4 fois 48 Go. Mais ça, c'est pour la carte mère Intel. Mais pour celle d'AMD, celle que je prends justement, je peux aller jusqu'à 256 Go de RAM. Donc bah, le but, bah, ça va être d'atteindre les 256 Go. Et vous allez me dire, mais c'est un serveur pour stocker, tu vas pas t'en servir pour jouer. Bah ouais, bah non, en fait, je vais l'utiliser aussi pour faire de la crypto-monnaie. Euh, Vu que bah, j'aurai 256 Go de RAM et une 9060 XT 16 Go avec un CPU 8 cores 16 threads, ça va me permettre bah, justement de faire de la crypto-monnaie. Donc bah, je le laisserai allumer et il fera de la crypto comme ça, tu vois. Et en même temps, bah, ce sera mon serveur de série. Et par contre, pour sécuriser quand même mes séries, bah, mes mots de passe, enfin mes disques durs, je vais les crypter et je vais mettre un mot de passe dessus. Comme ça, bah, s'il y a une attaque, de toute façon, si j'ai une attaque à domicile, hein, de toute façon, il y aura toujours chez moi j'ai un petit PC que je vais acheter où justement dedans c'est un quad-core avec 8 threads, il me semble. Je sais plus s'il a 8 threads ou 4 threads, mais en tout cas, c'est un tout petit processeur, hein, c'est amplement suffisant pour ce que je vais en faire. Et je peux mettre 4 il a 4 ports M2. Et donc, bah, du coup, bah, ce que je vais faire avec celui-là, je vais mettre, bah, j'ai des SSD qui sont en RAB, là, comme ça. J'ai un 240, un 256 et un 480. Et je vais l'acheter bah, avec 512. Et donc, bah, en fait, bah, ça va me faire un 240, 480, 256 et 512. En fait, ça double à chaque fois. Et dedans, ce qui est bien, c'est que bah, il a 12 Go de RAM. C'est un quad-core avec 4 ou 8 threads. Et bon, la graphique, bon, c'est pas l'idéal, hein. Je crois que c'est une UHD 730. Bon, c'est pas le top top, quoi. Mais bon, c'est suffisant pour un affichage et lire des vidéos, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a deux ports RJ45. Et donc, en fait, bah, je vais le brancher à ma box. Et à partir du PC, je vais le mettre sur un réseau switch. Donc, en fait, il y a une entrée. Et en fait, après, il y a plein de rangées de RJ45 et tous les PC seront branchés dessus. Et donc, en fait, bah, tout Internet passera par le PC, ce petit PC-là. Et donc, en fait, s'il y a une attaque sur mon réseau, bah, je le saurai parce que bah, c'est mon PC qu'après, avec des logiciels, bah, je pourrais voir ce qui se passe sur le PC. Et donc, bah, s'il y a une augmentation du CPU ou des choses comme ça, ou des fluctuations anormales, je pourrais le voir directement. Et justement, bah, ce PC-là sera renforcé en termes de sécurité, en termes de pare-feu, en termes d'antivirus, etc. Il y aura tous les logiciels qu'il faut pour me sécuriser. Et en plus, il y a, ce qui est bien, bah, vu que je vais mettre bah, 240, 480, 256 et 512, il a aussi une mémoire eMMC de 64 Go et dessus, il y a Linux dessus. Donc en fait, j'ai un dual boot. Je peux booter avec. En fait, quand je vais démarrer mon système, il va me demander si je vais aller sur Linux ou sur Windows 11. Et donc, le Windows 11, il est installé sur le 512 Go, mais je vais le transférer sur le 240 Go. Comme ça, le 240 Go, bah, ça va être pour Windows 11. 64 Go, bah, ça va être pour Linux, mais il va utiliser aussi le 256. Le 256, bah, ça va être pour être Recalbox. Mais il pourrait utiliser éventuellement aussi cette partie-là du SSD. Et le 480, ça pourrait être tout ce qui est téléchargement. Par exemple, quand je télécharge des logiciels, des choses comme ça, et ben, moi, ça arrive sur ce PC-là, ça arrive pas sur mon PC et mes deux PC. Et comme ça, bah, s'il y a un virus ou un truc comme ça, bah, c'est ce PC-là qui prend la gueule et c'est pas mes PC qui vaut plus cher. Parce que ce PC-là, bah, il me coûte que 200 balles, quoi. Donc, bah, s'il tombe en panne ou il crame, je m'en fous, quoi. Euh, et donc,
Donc, ouais, sur le 256, il y aura Recalbox. Et les 480, c'est plus pour les téléchargements. Par exemple, si je veux télécharger des fichiers ISO et Linux et des trucs comme ça, je pourrais le faire. Et le 512, je vais l'utiliser pour stocker tous mes CD, tous mes CD de musique. Là, je vais les copier en format Wave et je vais les mettre dedans. Je vais les mettre dans ce PC-là. Et comme il a le Bluetooth et comme bah, j'ai mon casque, bah, ouais, il est là. Ce casque-là, je peux le débrancher hein, et il fait Bluetooth. Et donc en fait, bah, il y aura juste après à lancer bah, une playlist d'un album ou faire une playlist avec mes musiques préférées. Et à partir de là, bah, avec mon casque Bluetooth, bah, je me promènerai dans la maison et j'aurai ma musique dans le casque ou même une enceinte Bluetooth. Par exemple, si je veux prendre ma douche, euh, je connecte mon enceinte Bluetooth au PC qui est dans le salon branché à la télé. Et bah, à partir de là, bah, je pourrais envoyer mes musiques de qualité Wave, de qualité CD. Donc bah, c'est une copie originale, hein, c'est complètement légal. Et donc en fait, bah, après, bah, à partir du Bluetooth, bah, je pourrais connecter par mon enceinte JBL. Et comme ça, quand je vais prendre ma douche, bah, je pourrais me connecter à la musique que je vais écouter. Et hop, je prends ma douche et j'écoute ma musique via mon PC. Et donc c'est plutôt intéressant. Au lieu d'utiliser mon smartphone, tu vois. Parce que bon, le smartphone, combien de fois j'ai failli, par exemple, tu le mets dans ta poche et des fois ça peut tomber. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, tu te baisses. Des fois, combien de toilettes sont tombées dans les chiottes hein, et après qui sont morts. Ou qui sont dans la douche et avec la douche, l'humidité, tout bordel, bon, c'est pas très bon pour le smartphone. Et puis mettre le smartphone hors de. Enfin, bon, je préfère faire comme ça. Et justement, mon. D'ailleurs, bah non, il est dans mes mains, c'est vrai. J'allais vous montrer mon smartphone, mais il est dans mes mains, je suis en train de filmer avec. Mais ouais, donc le smartphone que j'ai actuellement, là, celui-ci va me servir après pour la musique. Donc là, bah, j'ai bah, ma carte SD de ma Switch 1, pas la OLED, hein, parce que la Switch 1, bah, je vais retirer ma carte micro SD qui est de 128 Go que je vais mettre de côté bah, pour ce smartphone-là. Comme ça, bah, je vais mettre des musiques et des choses comme ça. Comme ça, quand je me déplace, bah, je l'utiliserai comme baladeur. Et je vais m'acheter un autre smartphone de la même marque, du Motorola. Il coûte dans les 230 euros, un truc comme ça. Mais il est suffisant pour moi. C'est un 8 corps avec deux processeurs à 2500 MHz et il a 6 corps à 2 GHz. C'est pas énorme quand tu vois les Snapdragon Elite qui sont à 4 Go 3, mais c'est suffisant pour moi. Il a 8 Go de RAM, 256 de stockage, et donc dans ce smartphone-là, je vais mettre une carte micro SD de 512. Comme ça, bah, ce sera pour filmer, prendre des photos, etc. Je pourrais mettre éventuellement peut-être de la musique, mais ce ne sera pas son but premier. Le but premier, bah, ce sera plutôt ce téléphone-là qui aura toute la musique. Et il n'aura aucun jeu. Il sera uniquement utilisé uniquement pour la musique. Et il n'aura même pas de carte SIM. Ou si j'en mets une, ce sera une carte SIM avec un abonnement pas cher à 2 balles, quoi. Histoire juste de recevoir des SMS ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc, bah, l'autre téléphone, bah, en fait, bah, lui, ça va être plus, bah, vu qu'il sera plus moderne, hein, ça va être plus la photo pour me filmer, etc. Donc, bah, ça va être mieux, la qualité sera peut-être meilleure. Bon, là, je filme en HD, pas en Full HD, pour le gain de place, hein, ça prend moins de place et pour upload sur YouTube, c'est mieux. Euh, et donc, ouais, donc 512 sur le nouveau smartphone que j'ai m'acheté. Sur la Switch OLED 1, je vais mettre une carte micro SD de 512. Et sur la Switch 1 non OLED, je vais mettre une 256. Donc bah, je vais récupérer la 128 pour ce smartphone-là. Celui-ci, il a déjà une carte de 128 Go, donc ça fera 256 Go. Et, euh, et j'ai acheté une carte de 64 Go bon, à 15 euros. Bon, c'est un peu cher. Bon, ça va, c'est Lexar, la marque. Je l'ai acheté dans le magasin quand j'avais acheté mes jeux vidéo. Bah, où j'ai acheté Crash Bandicoot 4. Bah, j'ai acheté aussi une carte micro SD de 64 Go. Bah, celle-là aussi, bah, je vais l'utiliser pour bah, ce smartphone-là pour mettre de la musique ou des photos. Ou par exemple, je pourrais. Bon, c'est plutôt rare hein, d'avoir 512 Go de vidéos et de photos sur smartphone. Mais en tout cas, je vais mettre 512 sur l'autre pour comme ça je vais être tranquille. Il va être vraiment spécialisé uniquement dans la photo et la vidéo. Et éventuellement quelques petits jeux peut-être. Et ce téléphone-là sera utilisé uniquement pour justement la musique. Et, euh, et c'est tout. Et donc ma Switch, comme j'avais dit, bah, quand je vais expliquer, bah, je vais devoir justement, je sais qu'entre ma Switch 1 et ma Switch OLED, je peux transférer mon compte sur l'autre compte, mais moi je veux pas faire ça, tu vois. Je préfère limite recommencer, tu vois. J'ai regardé, tu vois, par exemple avec Pokémon épée, j'avais avancé un petit peu, tu vois, dans l'aventure. Et quand je joue sur ma Switch 1 non OLED, bah, j'ai le Pokémon de type feu.
Et quand je joue sur ma Switch OLED, bah, j'ai le type O. Et donc en fait, c'est deux parties distinctes en fait, comme si j'avais deux comptes. Et donc bah euh, ma carte de 256 que je vais mettre dedans, vu que c'est une 128 et elle est pleine, je vais transférer justement toutes mes données dans la 256 et comme ça j'aurai 128 Go de libre et je vais pouvoir mettre tous mes jeux que j'ai actuellement, ils vont pouvoir être stockés dedans. Et dans la OLED c'est pareil, bah, tous les jeux passeront parce qu'il aura plus de capacité. Je pourrais très bien mettre aussi une 512 dans la première génération, mais je préfère mettre 256 et comme vu que je pense que je jouerai davantage avec la Switch OLED par la suite. D'ailleurs c'est pareil pour Mario Kart, hein, je suis obligé de refaire toutes les courses, j'ai pas tous les étoiles et tout, mais disons que je préfère avoir comme ça, moi ça me fait deux comptes distincts, et puis voilà quoi. Et puis quand je vais faire une création de compte, j'aurai deux comptes. Je pense que c'est pas plus mal dans un sens. Euh, Spécialisé parce qu'il faut savoir que la Switch OLED par exemple elle a 6 Go de RAM, et alors que la Switch 1 elle a que 4 Go de RAM, donc il y a quand même une différence de puissance, et puis l'écran est plus grand et meilleure qualité et tout sur la OLED, donc bah ça va être ça. Et donc ouais, j'attends aussi la Switch OLED 2, parce que je sais qu'elle va sortir, je connais Nintendo, hein. C'est pareil avec la 3DS, moi la 3DS elle est sortie, je savais, parce que comme avec la DS, ils ont fait la DSi, après ils ont fait la DS XL, je savais qu'ils allaient faire une 3DS XL. Et même ma soeur et mes frères, ils me disaient, putain, mais comment t'as su bah, c'est une logique en fait. Je savais qu'ils allaient sortir une Switch, une 3DS OLED, une 3DS XL, et donc bah, Day One, dès qu'elle est sortie, bah, je l'ai acheté. Et ça va être pareil pour la Switch 2 OLED, je vais l'acheter parce que bah, elle aura 16 Go de RAM. Elle aura pas 12 Go, mais 16 Go. Peut-être qu'elle sera un petit peu plus grande, peut-être, avec un peu de chance. Le stockage, c'est sûr, et il va passer. En tout cas, les certitudes, c'est qu'il y aura 16 Go de RAM, donc on gagne 4 Go, et on a 512 de stockage. Après, est-ce qu'ils vont changer en termes de puissance le GPU? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont le moderniser? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont mettre une partie graphique sur la Switch OLED 2? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la Switch OLED 2, déjà, elle aura un écran OLED, et elle aura 512 de stockage au lieu de 256, et elle aura 16 Go de RAM au lieu des 12 Go. Et en plus, comme c'est un APU qui est dedans qui utilise la RAM pour les jeux, je pense que pour le upscaling, après, quand tu peux jouer en 4K, d'autant plus que d'après ce que je lis sur certains sites, euh, je ne sais pas après si c'est fiable et tout, mais l'information. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent que quand ils jouent en 4K, alors que leur Switch chauffe énormément. Et des fois, ils sont obligés d'éteindre la console, ou que la console s'éteint toute seule parce qu'elle chauffe trop. Euh, Moi, déjà, de base, j'en avais déjà parlé, ils n'auront jamais dû mettre une telle architecture dans la Switch. Je ne sais plus exactement l'architecture du processeur qu'il y a sur la Switch. Ben, faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, moi, j'étais plutôt parti. Moi, j'aurais été Nintendo, en tout cas, je serais parti sur un Snapdragon 8 génération 3. Comme c'est une génération un peu avant, tu vois, parce que là, il y a le Snapdragon 8 Elite, et là, c'est le Snapdragon 8 Gen 3. Et en fait, bah, changer l'architecture, en fait, de mettre bah, deux performance core qui seront à 4 GHz. Euh, euh, Parce qu'en fait, l'architecture de base, c'est un prime core, c'est-à-dire un performant core. Il y a 5 E-core, donc il y a 2 E-core à 3,3 GHz, et il y en a 3 à 3 GHz. Et après, il y a 2 corps à 2,3 GHz, et le prime core, je crois qu'il est à 3,4, 3,5. Donc c'est pas énorme. Et donc en fait, bah, j'aurais changé l'architecture. Justement, j'aurais mis euh, deux prime core, donc deux P-core, deux performance core à 4 GHz, et j'aurais mis 4 E-core au lieu de 5, tu vois, parce que bah, il y a le E-core, il y en a un qui passera en P-core, donc il y en aura 4 E-core, mais à 3 GHz. En fait, il n'y aura pas un à 3,3 GHz. En fait, pour récupérer les mégahertz, pour lui mettre sur les E-core, les performance core, et les deux basses consommations en termes de processeur, au lieu d'être à 2,3, ils seront à 2 GHz. Et en fait, en récupérant ces 600 MHz, par exemple, sur les basses consommations, et en récupérant 300 MHz justement sur un E-core, et en mettant en P-core, bah, en fait, bah, les mégahertz que tu as gagné en baissant un petit peu les energy core, si je puis dire,
les plus bas, les 2 GHz au lieu de 3, tu gagnes 600 MHz. Donc en fait, tu peux mettre ton processeur, les performance core, tu peux les upgrade. Donc tu les upgrades à 4 GHz. Et en fait, avec cette architecture-là, avec deux performance core à 4 GHz, avec 4 E-core à 3 GHz et 2 on va dire, basse consommation en CPU à 2 GHz, et bah, en fait, ça revient exactement la même chose si on calcule le global en gigahertz. Il y a juste 500 MHz en plus. Et donc, en fait, la consommation, c'est minime, hein, ça dépasse pas les 10 watts. Donc, 10 watts sur un processeur 8 corps. Et en plus, ce qui est intéressant, bah, c'est que ça permettrait, par exemple, quand il y a des jeux lourds, bah, par exemple, avoir deux gros corps comme ça à 4 GHz, bah, ça permet de tamponner, toi, de bien faire tourner les jeux. Et justement, les deux corps, justement, les deux corps à 2 GHz, c'est amplement suffisant pour faire tourner le système de la Switch. Et en fait, bah, après, les deux performance core et les 4 E-core, eux, seront utilisés pour le jeu. Et donc, après, bah, par exemple, si vous jouez après à des jeux de Nintendo 64, par exemple, ou des jeux de GameCube, avoir une option où on pourrait désactiver quelques corps, par exemple, désactiver, je sais pas, tu laisses les deux à 2 GHz, tu les laisses pour le système, tu désactives tes deux gros corps et tu laisses par exemple bah, juste tes efficient corps, tes 4 corps. C'est largement suffisant pour jouer à la Nintendo 64, même la GameCube. Et donc tu consommeras moins d'énergie et donc bah, ta batterie sera plus longue. Et pareil, j'aurais mis une carte vidéo dessus, tu vois. Je serais parti plutôt sur une. Parce que là, c'est un APU, tu vois. Alors que là, je serais plutôt parti sur. En tout cas, à l'époque de la conception de la Switch 2, c'était l'époque de la 3050. Et après, quand elle est sortie, là actuellement, bah, là ils viennent de sortir les RX 5050, mais ils auront pu mettre par exemple une 3050 avec 2 Go de RAM, tu vois. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est suffisant parce que ça permettrait de pas que l'APU, vu qu'il prend de la RAM, vu que tu as 12 Go de RAM, et quand ton jeu va te demander 4 Go de VRAM, ben, ça va prendre de la RAM. Donc, c'est-à-dire qu'il va te rester que 8 Go de RAM pour jouer. Donc là, même si tu n'as que 4 Go, c'est pas beaucoup, hein, mais ça te permet en fait, que tes 12 Go sont disponibles pour jouer et tes 4 Go de carte graphique seront utilisés. Et en plus, c'est plus rapide que la, que la RAM. Vous pouvez faire un test avec des cartes vidéo intégrées, hein, avec par exemple des cartes Iris ou des cartes des 780 ou des 890, tu vois. Euh, D'ailleurs, là, j'ai vu il va y avoir la nouvelle. Je crois que c'est la nouvelle. D'ailleurs, je crois que je suis encore sur la page en question. Euh, alors, que je retrouve ça. Alors, la RX 9070 XT Prime en blanc. Le nouveau, ah ouais, voilà, c'est ça. Le nouveau Legion Go 2 avec le Ryzen Z2 Extreme sera officialisé et lancé la semaine prochaine. Et donc, en fait, comment dire, le nouveau Legion Go euh, euh, 2, là, et ben, il a une 8090M. Et moi, je trouve ça un peu dommage parce que ils vont mettre dedans. Si je me trompe pas, normalement, ça va être le Ryzen, ça va être le 370, si je me trompe pas. Ou ça va être un truc similaire, en tout cas. En tout cas, c'est le 360 le AMD AI 370. Donc, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas la 6060S. Tu vois, comment on appelle ça parce qu'en fait, pour moi, mon préféré de chez AMD en termes comment je peux dire ça, avec un APU et tout ça, vraiment pour jouer pour le portable, pour moi, le meilleur CPU qu'on peut trouver sur le marché, ça va être le AMD AI 395. Euh, En plus, il a la 6000, je crois, la 6060S, si je ne me trompe pas, euh, qui a des performances largement meilleures que la 890M. Et en plus de ça, ce qui est cool avec ce processeur-là, c'est que tu peux allouer jusqu'à 96 Go de RAM juste pour la carte graphique. Donc en fait, tu peux avoir 128 Go. Donc sur tes 128 Go, tu as 32 Go qui est pour le système d'exploitation. Et tu peux allouer 96 Go de RAM pour la carte graphique. Et donc, ou l'inverse. Par exemple, allouer 32 Go ou 16 Go ou 8 Go pour ta carte graphique
et tout le reste pour ton système et en fonction de tes usages. Et en fait, pour l'intelligence artificielle, ça c'est intéressant parce que tu vas mettre, mais imaginons que tu mets 96 Go de VRAM pour ta carte graphique, parce que ta carte graphique, elle est quand même faire des calculs, etc., que le CPU ne fait pas forcément. Euh, en, en intelligence artificielle, on utilise plus des cartes graphiques que des CPU. Après, moi, j'ai pas la même approche au niveau de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, moi, je vais essayer justement de créer une intelligence artificielle. Euh, j'ai pas encore vraiment je sais pas vraiment bien coder actuellement, mais je vais essayer de m'entraîner. Et en fait, pour m'entraîner, je vais commencer avec un Raspberry Pi 5 avec 16 Go de RAM. Et je vais mettre un SSD dedans, bien sûr. Je vais pas me fier à une carte micro SD qui est beaucoup plus fragile. Donc c'est un petit add qu'on rajoute en plus. Donc ça va être un add que je vais mettre en plus dessus. Et dedans, j'aimerais bien, parce qu'en fait, il y a des adds qui existent. Ça s'appelle comme ça. Et en fait, sur le Raspberry Pi 5, tu peux mettre après 4 Raspberry Pi 0, 2. Et donc, en fait, ça te fait comme si tu avais un, ça s'appelle un cluster. Et en fait, si tu te retrouves avec un Raspberry Pi 5 avec 4 Raspberry Pi 02, bon, le Raspberry Pi 02, il n'est pas très puissant. C'est un 4 cœurs à 1 GHz avec 512 MO de RAM. Certes, c'est pas beaucoup, mais quand tu les cumules tous les 4 ensemble, ça fait 2 Go de RAM, mais ça te fait un 16 corps. Donc ça fait l'équivalent comme si tu avais par exemple, le Raspberry Pi 5 16 Go, il a 4 corps à 2,4 GHz. Et donc ça te fait comme si tu avais 4 performance core à 2,4 GHz et 16 E-core à 1 GHz. Et donc je vais essayer de faire un cluster comme ça et faire de l'intelligence artificielle dessus. Enfin, commencer, en fait, débuter. Et si je m'en sors bien et que j'arrive bien à coder, etc., et que mon projet, enfin, je veux dire, ce que je vais créer dessus fonctionne bien, là, par contre, je vais partir sur un truc à plus grande échelle. Là, je vais partir, par exemple, sur des trucs, par exemple, faire un des clusters avec, par exemple, euh, combien j'avais calculé, c'était 8 Raspberry Pi 5 et 8, donc 8, 16 et 32 Raspberry Pi 0. Donc ça me fera justement un, un PC, un cluster justement avec justement 8 Raspberry Pi 5, donc ça fait 8 x 4, 32, ouais, c'est ça, 8, ouais, 32, ça ferait 32 euh, P-Core, 32 P-Core à 2,4 GHz et 8, donc 8 x 4 parce qu'il y aura 4 Raspberry Pi sur chaque Raspberry Pi 5. Donc ça fait 8, 8, 8 x 4, donc 8, 16, 32, donc 32 corps. Attends, je me suis pas trompé là. Attends, 8, 8, 8, 32, ouais, non, ça fait 32 Raspberry Pi, donc 32 multiplié par 4, non, ça me ferait 128 corps à 1 GHz. Donc ça me fera justement euh, un 32 corps, enfin 32 P-core, 32 P-core à 2,4 GHz et 128 CPU à 1 GHz. Et avec 32 Raspberry Pi 02, 32, ça me fera 16 Go de RAM, en plus des 16 Go de chaque Raspberry Pi 5. Donc ça fait 8 x 7, je crois que ça fait 128, si je ne me trompe pas. 16 x 8, normalement ça fait 128 Go. Ouais, c'est ça, ça fait 128 Go en fait avec le cluster, juste avec les Raspberry Pi 5 et avec le Raspberry Pi, les 32 Raspberry Pi, ça me fait justement 16 Go. Donc en fait, ça me fait 128 Go, donc ça fait 128. Ah, j'ai pas utilisé la main droite j'ai une hémiplégie partielle, donc c'est un peu chiant. Donc 128 plus. Attends, 128 plus 32 en plus 16. Donc 16. Ouais, ça me ferait 144 Go de RAM. Donc 32 et 128 euh, processeurs. Donc en tout, ça me fait allez,
Donc ça me fait 8, 8, 16, donc 32. Ça me fait 32 cœurs plus des Raspberry Pi 5 plus 128. Donc 128 corps. Donc bah, c'est comme une boîte, une station de travail hein, de professionnel. Donc ça me fera 160 corps. Et donc après avec ça, bah, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux faire de l'IA un peu plus poussé. En fait, c'est vrai que pour donner un ordre d'exemple, par exemple, avec un cluster de 128 Raspberry Pi 0, hein, pas le 5, le Raspberry Pi 02 avec 512 émo de RAM et 4 corps à 1 GHz, avec 128 de Raspberry Pi 5 comme ça, c'est l'équivalent de la puissance en termes de tops pour l'IA. C'est l'équivalent d'une 5090 si je dis pas de bêtises, en termes de puissance. Après, je peux aussi, si je veux pas des Raspberry Pi 0, je peux très bien prendre 8 Raspberry Pi ou 4 ou enfin, peu importe, mais je peux prendre un Raspberry Pi 5 et il y a des, comment on appelle ça, il y a des NPU que tu peux brancher dessus. En fait, c'est ça qui est bien avec Raspberry Pi, c'est que tu peux mettre un NPU et ce NPU, il a 13 tops. Donc après, bah, imaginons que je mets mes 8 Raspberry Pi mes 8 Raspberry Pi, comment on appelle ça? Ouais, donc, ouais, avec les NPU. Donc ça fait 13. On est sur du 13 fois 8. Donc on arrive à 104 tops. Donc on est l'équivalent des plus gros processeurs. Les plus gros, ouais, ils font 50 tops au niveau des processeurs. Donc ça fera un truc assez correct. Bon, après, euh, la 5090 en termes de puissance en tops, elle est à peu près à 1500 tops. C'est-à-dire les tokens et tout, le calcul qu'elle peut t'envoyer. Et donc, en fait, si je fais un cluster énorme, hein, de 256 Raspberry Pi, ça me fera justement, moi, ce serait mon idéal parce que 256, tu vois, c'est symbolique. Parce que tu en mets 256 et comme il y a 4 corps dedans, ça te fait que tu as 1024 corps. Donc, tu vois, 1024 corps à 1 GHz, c'est quand même impressionnant, tu vois. Mais bon, après, niveau RAM, c'est pas trop ça, quoi. Parce que avec tes 256, tu que 128 Go de RAM. Mais avec 1024 corps. Mais ça, par contre, ça peut être intéressant, par exemple, dans la crypto-monnaie, par exemple. Par exemple, tu peux utiliser tes Raspberry Pi 0, 0, 1 ou le 2. Le 2, bah, le 1, la différence avec le 1 et le 2, c'est que le 1, il a 512 Go de RAM pareil, mais sauf qu'il a un monocore, en fait, de 700 MHz. Il n'a pas 1 giga, même pas 1 gigahertz. Donc là, tu es sur 4 corps. Et donc, en fait, les Raspberry Pi 0, qui vaut une vingtaine d'euros, tu peux utiliser comme renifleur en crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si tu as, par exemple, tu as 128 ou 256 Raspberry Pi 0, tu les utilises, tu les lances tu tu lui dis de chercher de la crypto-monnaie, hein, par exemple du Bitcoin, tu vas lui dire de renifler, de chercher des blocs. Et en fait, une fois que tu as trouvé tes blocs, tu les récupères et après, ces blocs-là, tu les transfères sur un PC qui va être beaucoup plus puissant. Par exemple, je ne sais pas, bon, j'achèterai jamais ce genre de PC, mais imaginons que j'achète un Threadripper avec euh, 96 corps et mettons, je mets 4 graphiques de chez Intel, les B60, donc ça me fait 8 GPU. Bah, après, une fois que j'ai chopé mes blocs, je les envoie sur ce PC-là, qui aura genre 512 ou 1 Tera de RAM, et à partir de là, je mine dessus, mais je vais en même temps utiliser mes Raspberry Pi ou la moitié du cluster, par exemple 128 Raspberry Pi 0, qui vont aider le gros serveur, enfin le gros le calculateur, à miner. Et en fait, ils vont se partager la tâche. En 128, par exemple, je dis que bon, ils vont miner comme ils pourront, quoi. Mais bon, et après, les 128 autres, et ben, ils vont continuer à renifler pour chercher des blocs. Parce que tu vois, des fois, dans la crypto-monnaie, tu vois, tu peux chercher du Bitcoin, comme ça, tu peux miner un bloc. Mais parfois, tu peux avoir de la chance, et donc ça s'appelle des renifleurs. C'est pas des PC très très puissants. Et ils sont juste là pour chercher les blocs. Ils sont pas là pour miner, en fait. Ils sont juste là pour chercher les blocs et après les envoyer sur des PC plus puissants pour être minés. Et des fois, tu peux tomber sur un bloc et qui peut te rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant, quoi. Donc, à voir. Bon, non, c'est pas tout ça, mais ouais, donc, je parlais des cartes graphiques, justement, mythiques, les 1080 Ti qui est mythique, la 2080 Ti qui est mythique aussi parce que c'est l'arrivée
de, de, de- comment on appelle ça, du ray tracing. Tu as aussi des cartes mythiques qui pourraient être par exemple la première carte vidéo qui intègre le DirectX 12 par exemple. Ça aussi, ça peut être une carte aussi intéressante. Tu prends la plus haut de gamme de cette génération-là. Bah, la A770 qui est une carte mythique, hein, qui peut être collector aussi. La 750 Ti qui peut être aussi intéressant, c'est le moins cher, mais disons que c'est une carte qui a été l'une des cartes qui a été la plus utilisée en tout cas en termes sur Steam à un moment, une période, bon, dans les années à peu près 2010 par là, ou peut-être, non, c'est plus tard que ça, peut-être 2010, 2011. Ouais, dans ces eaux-là, je pense que c'est par là. En tout cas, c'est une carte qui est utilisée à 30%, presque 40% des joueurs. Parce que pourquoi? Parce que c'est une carte qui était économique et qui avait suffisamment de puissance. Et même encore aujourd'hui, hein, tu peux jouer avec une 750 Ti. Mais bon, elle a 4 Go de VRAM. Mais disons que niveau énergétique, en termes de rendement d'image qu'elle te rend par rapport à l'énergie qu'elle dépense, c'est pas rentable. Vous pouvez partir sur une 1050 Ti par exemple. Et donc, et puis c'est de la DDR5. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les revendeurs, par exemple Matériel.net ou LDLC, vendent encore des 710M, enfin des 710, pardon, des GT 710. Pourquoi ils partent pas sur des GTX 750 Ti, tu vois? C'est le plus bas des modèles, si je puis dire, mais c'est le plus bas dans le sens où bah, c'est de la DDR5, la GDDR5. Là, ils vendent des cartes avec de la GDR3. C'est pas intéressant. Après, tu me dis, oui, mais c'est juste pour de l'affichage. Tu vois, il y a un mec, s'il veut renouveler son vieux PC, il fout ça, une carte graphique, ça vaut 50 balles, il fout ça dedans, ça fonctionne. Ouais, mais non. Il pourrait vendre. Moi, en tout cas, je serais ce genre de site. euh, je ne vendrais pas des cartes avec de la GDDR3, minimum de la GDDR5. Donc, pour les 710, je les remplace par des 750 Ti et, ou des 750. Et les 1030 qui vendent, bah, je les remplace par des 1050 ou des 1050 Ti, tu vois. Et bon, la 1030, elle a quand même il y en a une qui a de la GDR5, mais c'est quand même mieux d'avoir une 1050 Ti. Bon, la 1050, elle a 2 Go, c'est pas énorme, mais la 1050 Ti, elle a 4 Go et la 750 Ti, elle a 4 Go aussi. Et donc, bah, en fait, bah, si tu la payes 50 balles, bah, c'est quand même c'est pas trop cher, surtout en neuf. Euh, donc voilà. Ce qui est intéressant aussi avec la RTX 2080 Ti, c'est que bah, c'est la dernière carte vidéo. En tout cas, je crois que la 3090 peut faire du SLI aussi, mais la RX 2080 Ti peut faire du slide. Et moi, ce serait genre un PC, quoi, un PC, on peut dire vintage, où je mettrais deux 2080 Ti ensemble en slide et je mettrais genre le plus gros GPU possible qui est possible de mettre sur cette plateforme-là. Ce sera au moins. J'adore je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le i7 5820K. C'était un des premiers processeurs 6 corps avec de la DDR4. Donc c'est quand même un processeur assez intéressant. Bon, après, il tourne à 3,5 GHz, c'est pas énorme. Mais disons que moi, je le trouve marrant. Et d'ailleurs, j'adore cette plateforme, c'est la X99. Euh, J'aime beaucoup ces cartes mères-là, parce que ces cartes mères-là, c'est des cartes mères en fait où tu as 8 ports SATA, tu peux faire du slide avec, c'est vraiment un truc pro. Et là, tu peux mettre des processeurs en fait de 2011 V1, V2, V3. Tu peux mettre des Xeon aussi, tu peux mettre des Xeon avec 18 corps par exemple. Donc c'est vachement, je veux dire, euh, certes, c'est assez ancien, mais ça a bien vieilli, tu vois. Tu peux encore faire des choses avec, quoi. Tu peux même monter avec certaines cartes mères. J'ai vu des cartes mères avec biprocesseur, avec du X99 comme ça. Biprocesseur, euh, la, la, le, le- la carte mère, elle a jusqu'à 512 Go de RAM. Donc, il y avait 8 slots, enfin 16 slots de RAM. Donc, tu pouvais mettre justement, c'était de la DDR4. Donc, tu peux mettre 4 RAM, enfin 8 RAM à 64 Go. Donc, bah, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, ça fait 256. Attends, est-ce que je dépasse le truc? Attends, 64, 428, 256, 512. Ah non, je crois que je dépasse 64. Ça doit être des cartes de 32. Peut-être qu'elle accède les 1 Tera. Ah, je sais plus. J'avais vu ça hier. Mais j'avais regardé tellement de trucs, j'ai lu tellement de trucs. Euh, mais quoi qu'il en soit, ouais, donc ouais, la carte mère, elle peut mettre deux processeurs et elle peut mettre jusqu'à 16 RAM en fait.
Et en fait, bah, après, c'est indépendamment. C'est chaque processeur, en fait, a sa RAM, et etc. Mais quand tu le lances sur ton système, tu as ton Windows, et ton Windows gère les deux GPU, et les deux CPU, et gère les RAM, tu vois, en question. Tu vois, et gère la totalité de la RAM. Mais si c'est des RAM, si elle accepte maximum jusqu'à 512 Go de RAM, donc c'est des RAM de 32 qui vont être dedans. Donc bah, 16 fois 32 Go de RAM, voire 512, ou si c'est un Tera, 64, 124, 128, 256. Ouais, je crois que c'est peut-être un Tera. Mais je suis pas sûr. Non, j'ai des gros doutes. Ouais, c'est plutôt 500. Je crois que c'est 500. Mais bon, après, il y a des cartes mères qui vont jusqu'à 1 Tera, hein. Il y a des processeurs, par exemple, des Xeon qui vont jusqu'à 1 Tera 5 en termes de mémoire, de RAM. Donc, faire un vieux PC à l'ancienne, parce que, bah, en fait, bah, le prix baisse parce que bah, plus personne n'utilise ce genre de machine. Et donc, je sais pas, m'amuser à faire un serveur comme ça, juste pour le fun, avec 1 Tera de RAM, tu vois, le truc complètement inutile, mais avec 1 Tera de RAM, avec un BCPU, genre, je sais pas, le plus gros que je peux trouver sur la plateforme de la carte mère, par exemple, genre 2 fois 24 corps, ou un truc comme ça, juste pour m'amuser. Et genre, ce PC-là, après, je le revends comme ça pour m'amuser. Après, ouais, je me fais un petit peu d'argent dessus, bien sûr, parce que j'aurais fait le montage et tout ça, j'aurais mis Windows et tout. Mais je veux dire, je pense que ça intéresserait certaines personnes d'avoir un gros PC comme ça avec un Tera et deux gros processeurs à 24 corps. Bon, après, la consommation, elle est un peu plus. S'il n'y a pas de carte vidéo, ça va, mais s'il y a les cartes vidéo, ça commence à consommer. Mais en généralement, sur ce genre de serveur-là, quand tu as des BCPU avec beaucoup de RAM et tout, ça va plus être comment on appelle ça, comment on appelle ça, des PC qui vont être utilisés pour des machines virtuelles, qui vont pas utiliser beaucoup de cartes graphiques. Par exemple, sur ce genre de PC-là, tu peux lancer, par exemple, je sais pas, avec 1 Tera de RAM, donc bah, 1024 gigas de RAM, tu peux genre lancer, si on part sur si on fait l'équivalent, mettons, d'un Raspberry Pi 0, genre tu pourrais faire, je sais pas, ouais, 1000 machines virtuelles. Bon, après, je sais pas si le PC va accepter les 1000 machines virtuelles, ce qui est peu probable, hein. Il risque de cracher avant. Mais disons, tu peux au moins faire facile une centaine de machines virtuelles, et donc avoir stimulé 100 ordinateurs sur le même PC. Et en fait, bah, à partir de là, tu peux, par exemple, quand te crées, tu te crées 100 comptes ou 128 comptes, parce que bah, pour parler un peu informatique, 128 comptes, par exemple YouTube ou tout comme ça, et bah, tu arrives avec près ton compte, tu arrives sur une vidéo, et direct 128 genre ou 512 vues d'un coup, tu vois, à toi tout seul, tu vois, parce que avec toutes tes machines virtuelles, en fait, tu peux aussi après synchroniser toutes tes machines virtuelles pour qu'ils fassent la même chose. Et donc, en fait, et bah, dès que tu vas aller sur Internet, ils vont lancer tous la même page, etc. Donc, tu vas sur une vidéo YouTube, et là, pouf, 512 vues d'un coup, tu vois. Bon, après, tu peux aussi t'amuser à faire tourner ton. Il y a certains Chinois, hein, il y a certains, par exemple, les gens qui achètent des abonnés ou qui achètent des vues, des choses comme ça, bah, ça se passe comme ça en fait. C'est comment on appelle ça? C'est des PC en fait. J'avais vu comme ça une vidéo où le mec il prenait, c'était une carte mère, je sais pas c'est quoi comme carte mère qu'il a utilisé, mais en tout cas il avait pris plein de smartphones, il devait en avoir 16 si je me trompe pas, et il avait branché ses 16, 16 comment dire, smartphones sur la carte mère. Et en fait, et bah, après, avec son écran, il avait un affichage avec ses 16 écrans, avec les 16, les 16 écrans de smartphone. Et avec ça, il pouvait gérer indépendamment chaque smartphone un par un. Et donc, en fait, après, il allait sur TikTok et après, bah, il faisait défiler, il faisait des vues, il mettait des likes, des machins, des bidules. Et en fait, il augmentait l'audience, par exemple. Et donc, ce genre de machine-là, d'ailleurs, ça peut poser aussi problème sur certaines choses, hein. Par exemple, une personne mal intentionnée peut très bien mettre justement des sites de dropshipping ou d'arnaque en avant en faisant passer pour fiable, alors, parce qu'il y a beaucoup d'avis, beaucoup de vues, etc. Alors que c'est un truc qui est complètement biaisé. Euh, C'est-à-dire que ça va être un truc de dropshipping ou un truc pour hacker quelqu'un ou faire de l'hameçonnage ou autre. Mais disons que si c'est pas fait sur à des fins malveillantes, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs machines virtuelles sur ton PC pour, par exemple, je sais pas, faire plusieurs calculs, par exemple, si tu veux calculer pi, le nombre d'or, et après, par exemple, faire des calculs plus complexes, chercher les nombres premiers, par exemple, des choses comme ça, sur une seule machine, tu vois.
Tu peux compartimenter avec plusieurs machines virtuelles, tu vois. Et donc, en fait, tu peux, comment dire, comment on dit ça? Bah, tu sépares tes calculs. Donc, tu vois, par exemple, moi, l'idée que j'aimerais m'amuser à faire, c'est par exemple, tu prends le nombre pi ou le nombre d'or et dire après au PC, voilà, tu calcules le pi. Toi, par exemple, avec le Raspberry Pi, je prends le Raspberry Pi 5 et avec mes 4 Raspberry Pi 0, par exemple, je dis au Raspberry Pi 0, 1 de faire que du pi, le Raspberry Pi 2, enfin le 1, mais le Raspberry Pi 0,2, le deuxième, je lui dis, toi, tu fais que le nombre d'or. Toi, le troisième, tu fais l'addition du premier nombre pi, bah, de chaque nombre, enfin de chaque chiffre de pi, tu les additionnes. Et toi, le quatrième, toi, tu fais la multiplication de chaque chiffre. Et après, bah, tu as les résultats, et après, bah, tu te retrouves avec 4 lignes, donc pi original, le nombre d'or original, et après, bah, tu as l'addition de tous les chiffres de pi, et tu as l'addition du nombre, bah, enfin, l'addition de pi et du nombre d'or, et l'autre, bah, ce sera la multiplication du premier, par exemple, 3, 14, etc. Et, et l'autre, bah, c'est 1, 6, 8, 6, etc. Et en fait, bah, tu fais t'additionnes, tu vois. Donc, et après, l'autre multiplie, tu vois. Et donc, en fait, tu vas te retrouver avec bah, des lignées de chiffres. Et à partir de là, tu peux aussi après créer un cryptage, tout simplement. Ou une clé de sécurité qui peut être fait. Et tu peux demander voilà, de faire ça. Et ton Raspberry Pi 5, tu lui dis, voilà, tu cherches dans pi, le nombre pi et le nombre d'or, tu cherches les nombres premiers. Donc bah, tu cherches les chiffres et les nombres. Donc enfin, surtout les nombres. Parce que et après, tu me les classes par ordre du plus petit au plus grand. Donc après, bah, sur le nombre pi et le nombre d'or, il va chercher tout le nombre premier qu'il va trouver dans tous les calculs. Et donc ça peut être intéressant parce qu'après, tu peux aussi faire de la factorisation sur le nombre premier. Tu peux par exemple dire, voilà, à telle période, par exemple, je sais pas, à la millième de pi et à la millième du nombre d'or, tu multiplies ce nombre et ensuite tu le multiplies par un nombre premier que seul toi connais. Et à partir de là, tu as, un chiffre et ce chiffre-là, c'est la clé. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et bah, pour trouver ça, voilà, tu vas bien galérer, hein, parce que c'est bien long, surtout au millième de pi, ou même si tu vas plus loin, hein. Tu peux aller genre, je sais pas, 1 million. Ils se sont amusés justement avec des machines comme ça, des supercalculateurs à faire pi. Ils ont été jusqu'à, je crois que c'est 38 millions, ou 38,5 millions, je crois, ou 38,8 millions de chiffres après la virgule de pi. Et avec une marge d'erreur de 0,4%. Donc c'est pas énorme. Et en fait, bah, c'est le record du monde qui a été fait en 2024. Donc 38 millions. Vous imaginez pas le nombre comme il est long, quoi. Et bah, en fait, plus tu avances dans pi, plus c'est complexe pour l'ordinateur de calculer. Parce que bah faut calculer les nombres qui sont avant, il faut te rappeler, et il faut te rappeler après faire le calcul en plus, tu vois. Donc ça demande des super calculateurs énormes et tout. Et justement, ces nombres premiers, etc. Justement, la sécurité sur Internet, je sais pas si ça se fait encore, mais je sais que euh, le nombre, les nombres premiers sont beaucoup utilisés pour la sécurité par exemple, tout ce qui est carte bancaire, etc. Ils vont utiliser des nombres premiers aléatoires. Et pareil pour pi ou le nombre d'or qui peut être utilisé aussi pour après faire des multiplications ou des facturations ou même des racines carrées ou autres ben, libre à l'imagination en fait pour crypter justement les signaux de paiement en ligne ou autres pour par exemple protéger un site web ou autre. Et donc bah, je vais essayer de faire ça avec mon Raspberry Pi pour m'amuser et ça va être plutôt cool. Donc ouais, pour revenir un peu aux machines que je vais faire. Donc ouais, bah, il y a le PC serveur que j'ai expliqué, que je vais faire un peu de crypto-monnaie. Il y a le PC après, le mini PC avec mes 4 M2, où j'aurai ma musique dedans, toutes mes musiques que je télécharge en premier dedans, Recalbox pour jouer à mes jeux rétro gaming, et Windows, il sera là, juste comme ça, parce que bah, il est là, ce sera pour installer quelques petits applications qui ne fonctionneraient pas sur Recalbox ou sur Linux par exemple. Et, euh, et ensuite, le troisième PC, bah, ce sera je pense que je vais prendre un Ultra 7. L'Ultra 9, je trouve ça un peu cher de mettre 300 balles de plus juste pour avoir 4 E-Core en plus. Donc partir sur un Ultra 7 avec une RX 5080. Mais comme il y a les versions super qui vont sortir, j'attends. J'attends qu'ils sortent
pour m'acheter justement soit une 5070 Ti Super en fonction du prix, ou une 5080 ou 5080 Super. Je verrai bien. C'est pour jouer sur de la 4K, donc il me faut au moins, au minimum, une 5070 Ti pour jouer à la 4K, quoi. Tu peux jouer à de la 4K avec comment on appelle ça, une 5070, mais elle a que 12 Go de RAM, donc c'est un peu limite pour de la 1440p, donc de la 2K. Ça, oui, tu peux jouer facilement avec 12 Go, mais la 4 Go enfin 16 Go de VRAM, c'est le minimum pour jouer en 4K. Et donc, ça va faire du bien justement aux cartes vidéo de chez Nvidia, surtout s'ils passent tous leurs modèles en version super. Et en plus de ça, s'ils font des T en plus, genre une 5050 Ti super, ce serait intéressant. Donc, elle aura 12 Go de VRAM et elle sera un peu plus performante. Donc, elle sera à peu près au même niveau en termes de puissance, j'imagine, qu'une 5060. Mais voilà, donc je veux dire, Nvidia se tirait un peu une balle, pas dans le pied, mais disons, Nvidia mettrait en concurrence ses propres cartes, donc ce serait un peu stupide, tu vois. Euh, mais s'ils font ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dit dans ces cas-là, moi en tout cas, je serais Nvidia. Moi, je le ferais sur toutes les versions actuelles des versions super, et j'arrêterais la production des versions non super. Et je mettrais au même prix les versions super, ou peut-être, je sais pas, 40 ou 50 euros de plus euh, du prix MRP, enfin le prix que Nvidia annonce, quoi. 50 euros de plus, tu gagnes de la VRAM, hein. Tu passes de 8 à 12, tu passes de 12 à 18, et tu passes de 16 à 24, et de 32 à 48. Donc là, s'ils font une 5090 avec 48 Go de VRAM, et voire plus, si en plus s'ils utilisent le PCB en dessous euh, de la carte graphique, et pourrait même doubler encore, mettre justement 96 Go de VRAM sur une 5090, et il pourrait faire ça aussi sur toutes les cartes, par exemple les cartes avec 12 Go. Bon, après, ce sera juste pour les modèles 90, hein. Je vois pas trop l'intérêt de mettre autant de VRAM sur une carte graphique 5080, mettre genre 32 Go sur une 5080, pourquoi pas, mais après, voilà, faut pas dire. Après, ça change, ils changent l'architecture et tout. Alors que là, il n'y a pas de changement d'architecture. Ils ont juste à changer les puces. En fait, ils changent les puces de 2 Go, ils mettent pas ils mettent des 3 Go et c'est bon. Donc, en fait, bah, les cartes à 8 Go, bah, ils ont 4 puces de 2 Go, donc ça fait 8. Et donc là, ils vont mettre 4 puces de 3 Go, donc ça fait 12 Go. Après, ils pourraient faire les salauds, hein. Ils pourraient très bien mettre 3 puces de 3 Go, ça fait 9 Go. Et donc, tu gagnes 1 Go et eux, ils mettent une puce en moins. Et ils pourraient faire ça de même avec les autres cartes. Par exemple, ils pourraient très bien faire une, euh, comment on appelle ça? Une 5000, une 5070 au lieu de mettre 12 Go de VRAM. Donc 12 Go, ça veut dire 6 puces. Et au lieu d'en mettre 6, ils en mettent 5. Et donc ça fait 15 Go de VRAM. Mais bon, ce sera un peu absurde de faire ça. Parce qu'il y aura l'emplacement qui sera toujours là. Donc en fait, ils peuvent utiliser les anciens modèles qu'ils ont déjà produits et changer les puces, tu vois. Euh, D'ailleurs, ce serait intéressant que, je sais pas, Nvidia fait un service comme un SAV, où par exemple tu pourrais envoyer, imaginons que tu achètes là actuellement tu achètes une 5070, une 5070 Ti. Et il y a les versions super qui sortent. Bah, t'envoies ta carte vidéo chez Nvidia, ils te changent les puces, et après, bah, ça a un coût, hein, parce qu'ils vont démonter la carte, changer les puces, etc. Et tu auras une version super qui te renverrait pour un moindre coût, au lieu de racheter une carte, genre une 5070 Ti super, de racheter une carte qui va te coûter 600, ou non, c'est plutôt, elle coûte 800 euros la 5070 Ti. Donc, au lieu de mettre 800 euros, bah, là, ça va peut-être te coûter 100 balles, ou peut-être, ouais, 100 balles, une centaine d'euros, je pense. Et bon, moi, ça t'évite de changer de carte totalement, quoi. Et donc, bah, s'ils font ça, ça peut être intéressant aussi pour les joueurs, quoi. Ils ont des versions non super, et donc, bah, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui enverront leur carte vidéo justement pour qu'ils se fassent changer leur puce mémoire de 2 Go par des 3 Go. Et ça peut être intéressant. Ça permettrait aussi d'éviter comment dirais-je, les déchets électroniques, parce que tu envoies ta carte récente, hein, ta 5000, euh, qu'ils changent la VRAM. Après, ils feront ça uniquement sur les modèles 5000, hein, bien sûr. Ils feront pas ça sur les versions 4000. Mais il y a aussi, je m'attends aussi, j'aimerais bien que
comment il s'appelle, enfin, AMD, ce serait bien que sur leur modèle 9070 XT, qu'ils sortent une version 9070 XTX, comme ce qu'ils avaient fait avec la 9900 XT et XTX, avec justement la version, la 7900 XTX, elle avait 24 Go de RAM. Et donc s'ils font une 9900, une 9000 9070 XTX, elle aurait 24 Go de RAM. Donc ce sera une carte intéressante. Euh, D'ailleurs, je me demande, parce que, ouais, comment on appelle ça, la RX 7900 XTX, elle a 24 Go de RAM. Donc ça veut dire qu'elle a 12 puces, 12 pouces de 12 Go. Donc si on passe, ça veut dire qu'on pourra la faire passer à 36 Go. Si on passe avec des puces de 3 Go dessus. Si je me trompe pas. Attends, je vais quand même calculer parce que pour être sûr, ça divisé par. Bon, après, bon, c'est une division par 2, donc ça par 12. Donc après, on multiplie par. Ouais, ça fait 36 gigas. Attends. Non, 72. Attends. Qu'est-ce que. Non, divisé par 2. Attends. Parce que là, je crois que je me suis trompé. Voilà, 36. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ouais, si un bricoleur aime s'amuser, moi, une RX 9000, 9000, 9700 XTX, non, 7900 XTX, avec 36 Go de RAM, ça peut être intéressant. Surtout pour l'intelligence artificielle, par exemple. Euh, donc voilà. Donc en tout cas, on verra bien ce que l'avenir va nous réserve. Mais en tout cas, les nouveaux processeurs de chez Intel qui vont sortir, là, parce que les Ultra 300, là, par exemple, avec 56 corps, quand même, pour les plus gros. Par exemple, le Ultra 9, là, actuellement, d'ailleurs, parce que ouais, donc, je vais mettre un Ultra 7 avec une 5080, avec 96 Go de RAM. 2 x 48 parce que la carte mère elle peut aller jusqu'à 192 Go de RAM avec une 5080 et, euh, et donc, euh, le, comment on appelle ça? L'Ultra 5 345K de la prochaine génération des Ultra sera équivalent en termes de puissance du Ultra 9. Donc, ça veut dire que quand tu vas te prendre ton Ultra 5, le plus haut de gamme, hein, enfin, le plus haut de gamme des Ultra 5, il aura justement 8 performance core, 16 efficients et 2 LPE. Enfin, je ne sais pas trop c'est quoi, je crois que c'est des cœurs basse consommation. Bon, le seul truc que tu n'auras pas, c'est les deux corps de basse consommation. Mais c'est pour dire à quel point les processeurs vont être vraiment, vraiment bien. Bon, après, aller au-delà de l'Ultra 5, l'Ultra 5 345K, il n'y a pas trop d'intérêt, parce que après tu passes, je crois que on est à 24 corps, celui d'après, je crois que je sais plus combien de corps il est, mais c'est énorme. Mais en tout cas, le plus gros, il fait 56 corps. Donc voilà, je crois que c'est 18 P corps et 36 E corps. Enfin, c'est un truc énorme, quoi. Ça va être plus utilisé pour les professionnels, quoi. Euh, Disons, un joueur lambda, il va plus partir sur un Ultra 5 345, je pense. Et donc, les personnes qui achètent justement les Ultra 9 aujourd'hui ne sera pas dépaysé pour la prochaine génération. Ils auront quand même quelque chose qui tient la route encore. Parce que ils auront l'équivalent de l'Ultra 5 345K. Et bon, le seul inconvénient, c'est la RAM. Il me semble que nativement, les Ultra 300 vont prendre nativement de la RAM à 8000 méga transfert. Donc, au lieu des 6400, bon, on peut le faire actuellement avec l'ISMP avec certaines cartes mères, et si le processeur l'accepte, etc. Tu peux passer à 8000 MHz, mais là, nativement, tu pourras aller à 8000 MHz ou méga transfert, c'est comme vous voulez. Bon, bien que c'est pas vraiment la même chose parce que c'est des cycles. En fait, il faut que ça monte et ça revient. Donc ça se compte comme un Hertz. Euh, mais au-delà de ça, je pense que les prochaines générations, en tout cas pour Intel, l'Intel va pas très très bien. Il y a plusieurs investisseurs qui ont investi dans Intel. Je sais pas pourquoi les processeurs ultra sont boudés. Euh, je trouve, je sais même pas pourquoi ils vont pas très très bien parce qu'ils ont sorti en plus des graphiques plutôt intéressants.
certes, c'est peut-être pas les meilleurs, mais disons que quand tu vois la 5080, ouais, c'est ça, la B580, elle est l'équivalente d'une 5000, d'une 5060 à peu près, 8 Go. Sauf que la B580, elle a 12 Go de RAM. Donc pour de la 2K, c'est plus abordable. Mais elle manque un peu de punch. Et donc, bah, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un petit peu plus d'efforts en termes de puissance sur la B580. Ça aurait été une carte intéressante, surtout si elle aurait été. Parce qu'en fait, le problème avec la B580, c'est qu'elle a les mêmes performances qu'une RTX 5060, 8 Go, mais en fait, le lot 1%, c'est-à-dire par exemple, tu vas être à 100 FPS et d'un coup, tu vas tomber à 50 FPS, alors que là, avec la 5060, tu vas plus être à, mettons, tu vas être à 100 FPS, mais tu vas chuter, mettons, à 80 FPS. Donc, tu auras moins de lag, en fait, si je puis dire, de chute de FPS, alors que la B580, elle a des chutes de FPS, en fait. Des fois, elle a des meilleurs scores, mais elle a des chutes d'FPS drastiques, et donc des FPS qui s'effondrent. Donc ça, c'est un peu dommage d'avoir des FPS en dents de scie, si je puis dire. Et donc, voilà quoi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour aussi, il y a ceux qui sont, par exemple, sur des écrans, bon, s'ils jouent en compétitif et qui veulent avoir le max d'FPS, bon, vous faites ce que vous voulez. Mais disons que, bah, par exemple, si tu veux jouer à un jeu, mais tu veux pas utiliser toute la puissance de ta carte, euh, tu préfères mettre les graphismes en ultra et pas avoir de 250 FPS, bah, tu peux aussi bloquer tes FPS. Par exemple, tu dis à l'écran, tu peux choisir, tu dis à l'écran, voilà, tu veux 120 FPS ou 144 FPS maximum en jeu, si ton écran le fait, hein. Parce que si tu as un écran 60 Hz et que tu dis, ouais, regardez, sur mon bench, j'ai 250 FPS. Ouais, mais non, tu as 60 FPS parce que ton écran fait 60 FPS, hein. T'es pas à 240 FPS. Faut que ton écran fait 240 FPS pour pouvoir avoir les 240 FPS. Tu peux avoir 1000 FPS sur un écran 60 Hz, tu verras pas la différence. Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est que bah, tu bloques tes FPS à 120 FPS, par exemple, ou 144, et après, bah, tu mets tes graphismes en ultra, au lieu d'avoir un jeu en élevé et jouer à 250 FPS. Moi, personnellement, je préfère jouer avec un jeu qui est beau, jouer en ultra avec moins d'FPS, que jouer avec beaucoup d'FPS avec un jeu moins beau. Parce que moi, je trouve que ça ne met pas à l'honneur justement les développeurs qui ont développé le jeu pour que le jeu soit beau et artistique ou des choses comme ça. Et donc, en mettant les graphismes à fond, vous allez dire, oui, mais bon, ça sert à rien, les jeux à fond, graphismes et tout. Bah, si tu es sur PC, c'est pas mieux que la console. Si tu es sur PC et que tu as moins bien qu'une PS5, ça ne sert à rien d'être sur PC, quoi. Achète-toi une PS4 dans ce cas-là. Mais enfin après c'est mon point de vue. Mais en tout cas pour moi, de mon point de vue, je pense que quelqu'un qui achète un PC devrait avoir un PC plus puissant qu'une PS5. Sinon, achète une PS5. Et pour jouer à des jeux, justement, mieux que la PS5. D'ailleurs, par exemple, en plus, la PS5, elle utilise le upscaling, etc. Et donc, jouer sur PC en natif, en 4K, avec, par exemple, des graphismes en élevé, parce que en ultra, bon, bah, peut-être la 5080 ou la 5090 peut faire ça. Euh, Peut-être la 5070 Ti ou la TI super. Mais en tout cas, quand tu es sur de la 4K, c'est pas ton CPU qui va plus le travailler, c'est ta carte graphique. Donc, par contre, si tu joues avec beaucoup d'FPS, là, ça va être ton CPU. Donc, si tu joues en 1080p, mais que tu veux avoir 500 FPS, 540 ou 720 FPS, parce qu'il y a un écran qui est sorti avec 700 FPS, 720 FPS, bah là, il te faut il te faut un Ryzen 7800 X3D ou même un 9800 X3D, tu vois. Tu joues en 1080p, là tu auras tes 720 FPS, mais là ta graphique, tu peux mettre une 560 une 5070, ça suffit amplement pour du Full HD. Ou même comment on appelle ça? Même une 5060 Ti suffira. Il te faut juste un gros processeur et là tu peux jouer par exemple avec beaucoup d'FPS, mais ta graphique sera moins sollicitée. Par contre, quand tu pars sur du 4K, 2K, etc., là c'est plus ta graphique qui va être utilisée. Donc oui, en 4K, tu peux jouer avec un 6 core largement, euh, mais personnellement, moi je préconise à tous les joueurs qui s'achètent un PC, partez plutôt sur un 8 core et partez sur 64 Go de RAM. On va dire oui, mais non, mais là on passe à peine sur du 32 et tout. Ouais, mais non.
vaut mieux partir sur 2 fois 32 que 2 fois 16. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu vas vouloir upgrade ton PC, et mettons que imaginons en plus que tu prends une carte mère qui a que 2 slots, donc tu vas mettre tes 2 RAM, ok, t'es tranquille, t'as 32 Go. Ouais, tu peux jouer et tout, mais au bout de 2 ans, quand tu vas devoir changer tes RAM, bah, tu vas devoir changer tes 2 RAM. Pourquoi? Parce que si tu mets une autre RAM, mettons, de 32 Go, bah, tu auras une RAM de 16 Go et 32 Go et tu n'auras pas le dual channel. Donc, bah, c'est un peu con. Et donc, en fait, bah, déjà, prendre une carte mère avec 4 slots de RAM et de prendre 2 fois 32. Et comme ça, moi, tu es tranquille sur des années. Et après, par la suite, tu peux toujours le faire évoluer sur 128 Go de RAM. Certes, moi, je suis plus. Après, chacun voit fait comme il veut, hein. Mais moi, je suis plus d'avis de prendre de mettre des RAM qui vont au maximum de la carte mère. Genre, si la carte mère va jusqu'à 256 Go de RAM ou 192 Go de RAM, bah, je vais mettre 2 fois 48 ou 200, ou 2 fois 64 Go. Mais disons que pour quelqu'un qui n'a pas les budgets pour mettre 350 euros dans 2 fois 48 Go de RAM, bah, partez plutôt sur 2 fois 32. Au moins, comme ça, vous serez limité, enfin, vous ne serez pas limité, vous aurez le dual channel, etc. Et en plus, bah, après, par la suite, vous pouvez remettre 2 RAM de 32 et ça vous fait 128. Et avant d'atteindre les 128 Go, on a le temps. Et d'autant plus que quand on joue en 4K, bah, on utilise beaucoup de RAM, quoi. J'ai vu des jeux qui sont à 23 Go de RAM, hein, qui utilisent 24 Go de RAM, voire plus, tu vois. Donc, je pense que d'ici un bon 2 ans, les 32 Go de RAM vont être dépassés dans 2 ans. Donc, partez ouais, sur du 32, ou limite, achetez une seule RAM de 32 si vous n'avez pas les moyens, et après, ouais, achetez plus tard une autre deuxième 32. C'est pas grave de ne pas avoir le dual channel. Le dual channel vous fait gagner entre 5 et 10%. C'est pas énorme. Donc, mettez une seule RAM de 32 à la limite si vous n'avez pas d'argent, et après, vous, un mois ou 2 mois après, ou 3 mois après, parce que si vous le payez en 3 fois, par exemple, sur Cdiscount ou un truc comme ça, après, vous rachetez une autre RAM, et puis voilà, vous mettez vos RAM, pendant 3 mois, vous avez une RAM de 32, et vous pouvez jouer à tous les jeux. Bon, vous n'avez pas le dual channel, c'est pas trop grave. Mais après, par la suite, vous mettez une deuxième après, au bout de 3 mois, quand vous payez en 3 fois, si vous n'avez pas les sous, quoi. Donc voilà. Euh, ouais, j'ai fait cette vidéo à la base normalement pour parler un peu des graphiques mythiques et tout. Mais ouais, c'est ça. C'est la 1080 Ti, c'est une carte mythique. La RTX 2080 Ti, c'est aussi une carte mythique, je pense. La A770, c'est une carte mythique, je pense aussi. En tout cas, moi, j'aimerais bien les posséder et les méthodes décorer, hein, décorer mon prochain appart. D'ailleurs, j'ai toujours pas de Noël pour mon appart. J'aimerais bien passer Noël euh, dans mon appartement. Mais en tout cas, j'ai jusqu'au 4 avril avant de renouveler mon dossier. Donc ça, j'ai encore le temps. Mais donc j'ai reçu un email comme quoi c'est bien été pris en compte et tout. Bon, maintenant, il faut que j'attends. J'espère que j'aurai de la chance. Parce que si j'ai de la chance, c'est-à-dire que j'aurai un T3. C'est-à-dire que j'aurai un logement avec 2 chambres. Et donc ça me permettrait d'avoir une chambre pour dormir et une chambre où je pourrais me faire un setup avec mon PC et tout mon truc électronique et tout. Même faire ma petite, bah, un peu comme tous les youtubeurs ont, une petite pièce avec... bon, par contre, les murs végétales, ça, ils oublient, hein. En plus, c'est de la fausse plante, hein. Moi, si je fais un mur végétal, c'est avec des vraies plantes. Les plantes en plastique là qui prend la poussière, c'est mort, hein. En plus, le machin, il suffit qu'il y ait un truc électrique qui passe et ça prend feu, hein. Et après, bah, de fumée noire et tout, intoxication, non, c'est bon. Je préfère des plantes vivantes et les arroser, hein, et les voir grandir, voir vivre, hein. Moi, ça donne de la vie, quoi. Parce que tes machins à moitié morts, ou c'est comme les mecs qui mettent de la pelouse, tu vois. Ils mettent de la pelouse chez eux, tu vois. Ils foutent des espèces de pelouse en plastique, là, dégueulasses, là, qui tuent tous les sols au-dessous, en dessous, là, tous les vers de terre, tous les insectes qui sont tous crevés en dessous. Ouais, bah c'est sûr, tu passes plus la tondeuse, hein, et t'as tout crevé, t'as tout tué en dessous. Bah bon, c'est pas le sujet. Bon, c'est comme le site Witch. Bon, je crache pas sur Witch parce qu'il y a certains produits qui sont bien, mais comme non, c'est AliExpress. AliExpress qui est mieux que Witch. Witch, ils vendent vraiment n'importe quoi. Il n'y a même pas comment dire, de validation de vendeur. Si c'est bien aux normes européennes, il y a des produits qui passent à la douane qui sont même pas aux normes sanitaires et tout bordel. Enfin, c'est du n'importe quoi. Du genre, ils vont te vendre des trucs bah, inutiles en fait. Des trucs qui vont être 1 euro et tout. Tu vas dire, ah, trop cool, j'ai trouvé une montre à 2 euros, 1 euro et tout. Ouais, mais bon, ta montre, elle va faire combien de temps? Elle va faire 3 mois. Et après, tu vas l'acheter. Et après, tu vas en racheter une autre. Et après, au bout de 3 mois, tu auras acheté une autre. Tu auras acheté 4 montres dans l'année. Et au final, bah tu auras pollué beaucoup plus. Tu vois, là, actuellement, j'ai toujours ma montre. Là, j'ai remis ma montre dinosaure, tu vois. Là, c'est une montre enfant à la base, hein. Il y a un Triceratops dessus. Mais bon, je suis sur le dernier. Là, je sais pas si on voit. Je suis sur le dernier écran quand même. Mais disons, si je peux changer trouver un bracelet ou peut-être trouver un bracelet un peu plus de même couleur, hein, de couleur verte, de cette même couleur, prendre un bracelet un peu plus
un peu plus grand, ce serait quand même mieux. Mais tu vois, je l'ai acheté 5 euros. Elle était vendue avec une trousse à 5 euros 50, je crois même. Et elle marche toujours, tu vois. Et bon, tu vois, je l'ai pas acheté sur Wish ou Internet, tu vois. Euh, et c'est pareil. Euh, il faudrait que je refasse une autre vidéo. Mais pour montrer un peu tout ce qu'il y a dans ma boîte. Par exemple, dans ma boîte, j'ai des. Bon, ça va être c'est une vidéo quand même assez longue. Après, je sais pas si les gens regardent mes vidéos aussi longues. Par exemple, tu vois, j'ai une montre comme ça, tu vois. Elle a plus de pile, mais elle est. Bon, faut que je la nettoie un peu, hein, parce que on peut voir, elle est un peu sale, elle est un peu près de la terre et tout. Mais tu vois, il y a celle-ci qu'il faut juste changer la pile. J'ai et celle-ci, pareil, faut que je change la pile. C'est des montres assez propres quand même, hein. Et quoi d'autre? Celle-ci, tu vois, celle-ci, je l'ai acheté 15 euros. Celle-ci. Et bah, le bracelet, il a pété. Enfin, je veux dire, faut que j'ai réussi à remettre, j'ai remis la petite barre en métal. Mais la petite barre en métal, bah, elle pète. Donc, moi, ce que je pense, ce que je vais faire, tu vois, là, c'est en fait l'espèce de simili-cuir, là, bah, il a pété. Et donc, pourtant, c'est une montre que j'ai acheté 15 euros. Et pourtant, tu vois, la montre, celle-ci, je l'ai acheté 5 euros en occasion. Tu vois, elle est plutôt propre. Et bah, celle-ci, elle a tenu, tu vois. Pourtant, je l'ai payé 5 euros. Tu vois, bon, je dis pas que tous les produits pas chers sont nuls et qui tombent en panne rapidement. Tu vois, c'est pareil, cette montre-là, c'est pareil. Elle a plus de pile, mais elle fonctionne encore, tu vois. Et tu vois, c'est des montres que j'avais achetées, je crois, c'est Action que je les avais achetées. Et je les avais achetées 5,90 €, un truc comme ça. Et tu vois, c'est des montres qui sont plutôt jolies et tout, et ils fonctionnent encore, tu vois. Mais tu vois, la montre la plus chère, je me dis, ouais, vas-y, c'est quoi? J'aime me faire plaisir, je vais prendre une montre un peu plus chère que d'habitude. Et bah, au final, bah, voilà, le bracelet, bah, après, elle est pas cassée ni rien, tu vois. Après, bon, j'ai quoi d'autre dedans? Bah, par les montres, ça, j'ai mes sachets de. Ça, c'est un truc où j'ai mis des pierres, il y a mes pierres dedans, il y a des bracelets, bah, il y a un peu de tout ça, c'est surtout les trucs un peu simili-cuir. Enfin, j'espère que c'est du simili-cuir. De toute façon, si c'est du cuir, c'est pas trop grave. Et ça, c'est des bracelets, c'est pas ce que j'ai acheté, c'est des trucs que mon frère met plus, des trucs comme ça, tu vois. Dedans, il y a aussi de l'obsidienne, il y a une obsidienne dorée, il y a une obsidienne œil céleste, il y a une serpentine. Enfin, voilà. En fait, c'est tout, c'est des bracelets. Bah, en fait, c'est pas les bracelets en fait à perles. Bah, j'ai les bracelets à perles comme ça, et j'ai les bracelets en chips comme ça. Et dans ça, bah, j'ai mis toutes mes petites pierres comme ça et tout. Moi, tout est rangé dedans et je suis tranquille. Euh, Après, bon, j'aime beaucoup aussi ce pendentif-là. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais bon, c'est pas trop grave. J'adore ce pendentif-là. C'est un œil céleste et on peut voir, c'est un colibri qui est dessus. Je sais pas si on arrive à bien voir. Et en fait, quand on regarde bien, j'essaie de montrer la couleur, de la mettre en évidence. Il y a des couleurs un peu violettes, violet rose. Et donc, ouais, c'est un petit colibri qui est dessus. Je l'avais acheté en 2016, un truc comme ça. D'ailleurs, il s'appelait Heinrich et il vendait justement, en tout cas c'était son nom sur YouTube. Et en fait, il achetait des pierres de joaillerie, par exemple la labradorite, etc. J'ai acheté pas mal de bijoux chez lui parce que bah, il les vendait pas très cher et c'était de la plutôt bonne qualité. J'ai toujours dans un petit sachet où j'ai toujours ces pierres, des pierres de labradorite, mais d'une qualité super belle. Mais ils sont assez petites, hein, ils font genre ça, tu vois, ils sont pas très grandes, ils font 1 centimètre maximum. Mais pour faire peut-être des boucles d'oreilles, peut-être, ça peut être intéressant, tu vois. Je vais, de toute façon, ça, c'est un projet, hein, ça aussi. C'est juste acheter le petit picot qu'on met derrière avec la petite attache en argent et après se faire un collage propre. euh, et après, m'en faire des boucles d'oreilles, ça peut être cool. Comme là, on peut voir, là, j'ai remis des boucles d'oreilles, là, bah, j'ai 3 trous. En tout, j'en ai 4. En fait, pour l'anecdote, je me perce les oreilles tout seul, en fait. Je le fais moi-même, hein. Sans glaçon, sans rien. Je mets dans la vitre, devant le miroir. Comment on appelle ça? La, comment on appelle ça? La boucle d'oreille. Mais je force comme un malade et ça passe. Et ouais, j'ai 4 trous. Mais en fait, il y en a un où je me suis un peu craqué. Et donc, en fait, bah, c'est quand je mettais mes 2 dernières, mais j'étais beaucoup trop proche, en fait.
Donc, bah, en fait, j'ai 4 trous, mais en fait, faut que je trouve le bon trou, mais c'est à quoi? Allez, à 1 millimètre ou 2 millimètres. Donc, je pourrais mettre une quatrième boucle d'oreille, mais bon, elle sera complètement collée aux autres. Et pareil, au cartilage. J'ai 2 trous au cartilage ici, et je les ai fait tout seul aussi. Euh, je sais pas, je devais avoir 15 ans, je crois. Ouais, à 15 ans, comme ça, devant le miroir, j'étais chez un pote Kevin qui s'appelait. Enfin, il s'appelle toujours Kevin. D'ailleurs, il s'est converti à l'islam. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que j'étais chez lui et je me suis percé justement au cartilage et j'en ai fait deux. J'en ai fait deux au cartilage. Je l'aimais plus parce que, bah, en fait, pour dormir, comme quand je dors, des fois ça s'accroche et tout et ça fait mal, tu vois. Et même quand je porte le casque, c'est chiant. Et je sais pas si on peut voir, mais j'avais aussi un piercing ici. Et je sais pas si on peut voir encore. À l'arcade, j'ai deux trous à l'arcade aussi. Donc je peux mettre je sais pas si je peux les mettre encore, mais j'ai deux piercings à l'arcade, un à la lèvre, j'en ai deux au cartilage et côté droit, j'ai un trou dans mon côté droit aussi. Donc c'est pour dire à quel point quand j'étais à l'époque au collège, lycée et tout, bah j'avais justement mon piercing là, j'avais mes trois boucles d'oreilles, mes deux anneaux, mon autre boucle d'oreille. Généralement ici je mettais soit je mettais un diamant, je mettais deux diamants, enfin, des zirconium. Et bah, pareil, après je mettais des plus gros, des plus petits. Et là, à la lèvre, je voulais mettre un anneau, mais l'anneau, il est trop bas. En fait, parce que l'anneau, c'est plus confortable, je trouve. Euh, et donc, bah, j'avais mis un spike, juste un petit pic comme ça, normal. Et à l'arcade, pareil, c'était des trucs simples avec une boule. J'en ai eu aussi avec des pics, mais les pics, c'est un peu chiant parce que des fois, quand tu retires ton pull ou ton t-shirt, des fois, avec les pics, bah, ça s'accroche sur l'arcade. Donc, c'est pas l'idéal, quoi. C'est comme bah, les personnes qui ont des piercings au nombril, hein. J'imagine quand ils retirent leur t-shirt ou leurs vêtements, s'ils mettent des trucs avec des spikes, des pics, quoi, euh, bah, ça s'accroche et donc ça doit pas faire ça doit faire mal, quoi. Euh, voilà. Donc, bah, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète. N'oubliez pas qu'on est en septembre. Il va falloir pas tarder à se complémenter en vitamine D parce que le soleil va commencer à disparaître là. Vers la fin du mois, il va commencer à se complémenter en vitamine D et prendre quelques vitamines comme la vitamine C, hein, important. Vitamine D pour pas tomber trop dans la dépression saisonnière à cause bah, du manque de soleil. Euh, Magnésium aussi pour détendre les muscles et tout, hein, surtout ceux qui sont surmenés au travail, etc. Le magnésium, c'est vraiment naturel. Euh, Prenez des multivitamines. Moi, je prends du Juvamil, c'est ce qui est le moins cher. En pharmacie, bon, c'est un peu plus cher. Mais moi, je prends du Juvamil. Par contre, ouais, ma vitamine D, bah, je la prends en pharmacie. Euh, et ma B12 aussi, je la prends en pharmacie. Ma B12, c'est. Ouais, si j'avais là. Je peux montrer ma B12. La B12, bah, il y a du lactose dedans, donc c'est pas vegan, hein, je le préviens quand même. Donc il y a du lactose. Et je prends ça. Et en fait, bah, là, je sais pas si on peut voir, mais je les casse en deux. Et bah, en fait, j'en prends. Oh, dedans, il y en a 24. Donc bah, ça me fait 48 jours. Donc j'en prends un par jour. Et si j'oublie, c'est pas grave. Et je pourrais même en prendre un quart, tu vois, par jour. Ça suffirait. Donc bah, je pourrais faire 96 jours. Donc bah, 3 mois, ouais, 3 mois avec une seule boîte. Et ça vaut 10 euros. Donc bah, avec ça, là, ça fait 24 jours. Donc bah, en les cassant en deux, bah, je fais à peu près 2 mois. Et parce que en fait, le dosage, c'est de 10 microgrammes par jour en une prise, ou soit 1,5 microgrammes, mais bon, prendre 1,5 microgrammes, c'est 3 fois par jour, donc matin, midi, soir, ou prendre 2000 en une semaine, donc sur 16 jours, donc tu prends un cachet le lundi, donc ton prochain cachet de B12 en 2000, tu le reprends lundi d'après, ou soit tu prends 5000, donc tu prends ou plusieurs cachetons, hein, tu prends 5000, donc tu prends 4 cachetons, ou même 3 cachetons à 2000, tu en prends 3, tu les prends le lundi, et tu les prends pas le lundi d'après, mais l'autre d'après, tu reprends 3. Donc tous les 2 semaines, en fait, tu prends 5000. En fait, c'est 5000 tous les 2 semaines. Et bah, le corps arrive, il le stocke dans des tissus adipeux. Et il faut savoir que la B12, c'est une vitamine liposoluble. Donc elle est absorbée que le gras. C'est pareil pour la vitamine D.
et d'autres vitamines, bien sûr. Par exemple, la vitamine A, ce qui est intéressant, la vitamine A, par exemple, pour les tomates, euh, pour qu'elle soit mieux absorbée par l'organisme, la vitamine A, mettez juste un petit filet d'huile d'olive, vous découpez vos tomates, vous les faites juste poêler, vite cuire un petit peu, juste les faire chauffer, genre vous les retournez, hop, 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 mais pas longtemps, tu vois, genre 20 secondes, 30 secondes, et juste pour chauffer un petit peu, et en fait ça rend la vitamine A plus biodisponible pour l'organisme. Donc voilà. Euh, et puis l'huile d'olive, c'est plutôt bon pour la santé, hein. Et quand ceux qui vivent dans la Méditerranée, leur espérance de vie est plutôt assez longue. Donc voilà. Euh, donc je fais les poutous, hein, prenez soin de vous, faites attention aux autres, etc. Prenez soin de vous, instruisez-vous, parce que n'oubliez pas que quand on arrive à 80 ans, on perd à peu près 30% de nos capacités cérébrales. Donc si on peut lire et apprendre tous les jours, sans s'arrêter, euh, limiter la casse, quoi. Ne pas perdre 30% de son cerveau. Bon, moi, si je perds 30% de mon cerveau, ça, je serais encore normal. Mais donc voilà. Je fais des bisous à tout le monde et prenez soin de vous. Tchuss.